Cet épisode a une distance de 0 km pour ceux qui sont en pause de course. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Au dernier épisode, on a pris le temps de discuter, Bill et moi, et aujourd'hui, c'est un autre épisode Feel Good, mais cette fois-ci, on voulait donner la parole à nos auditeurs. Donc, on a fait plusieurs appels dans les dernières semaines pour avoir des gens, et on a 4 personnes qui ont répondu à l'appel qui, aujourd'hui, vont venir nous parler un peu de leur parcours. Fait que c'est un épisode très feel good, on parle de nos auditeurs parce que aussi, oui, c'est un podcast, mais on aimerait quand même créer une communauté alentour et savoir plus qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos intérêts, etc. Avant d'y aller avec nos invités, je vais commencer avec la question la plus importante cette semaine. Coach Bill, as-tu couru? Oui, monsieur, j'ai couru parce que on est dans le temps des fêtes, hein? Puis dans le temps des fêtes, qu'est-ce que moi je fais? Je mange trop. Fait que qu'est-ce que je fais? Je cours plus. Et puis, fait que j'étais allé en pré-post-tourtière. Là. J'avais 2 soirées de tourtière, puis ça prenait vraiment une petite course entre les deux pour resetter la machine. C'était nécessaire. Et toi, est-ce que tu as couru? Moi, je vais citer les paroles d'un homme sage que je suis qui dit « You can't outrun a bad diet ». Je l'attendais. Tu l'attendais, hein, tu le savais. Et moi, oui, j'ai couru malgré le fait que j'ai eu un beau cadeau le 24 décembre qui s'appelle la COVID. Donc, je suis comme pas mal sur le carreau, mais je suis quand même allé courir 2 fois et j'ai fait rire de moi avec mes petits poumons qui m'arrachent. Mais fait que ça a été plus une combinaison marche-course qu'une vraie course du temps des fêtes. Ben écoute, t'as bougé. Je pense que c'est ça l'essentiel. On se fout un peu de ta vitesse, ton pace que t'as fait. Tant que t'étais pas fiévreux, parce que là, on l'a déjà dit, ça serait pas idéal, mais tu sais, t'as bougé. Je pense que ça t'a juste fait du bien d'aérer tes petits poumons faibles. Merci, Coach Bill. Fait que cette semaine, on a 4 auditeurs qui nous ont interpellés, qui voulaient venir partager leur histoire avec nous. On est vraiment, vraiment contents. Je pense qu'on va avoir des histoires vraiment différentes de part et d'autre. L'enregistrement, on l'a scindé un peu en 2 là, pour des questions de logistique. On commence maintenant. On a Charles et Geneviève dans le studio avec nous. Et puis, je voudrais premièrement poser justement la question la plus importante à Charles. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. En fait, on est en fin d'année, donc on tente d'atteindre des fois des petits objectifs personnels qu'on s'est mis. Donc, et oui, effectivement, pour aider à passer aussi les excès du temps des fêtes. Et je suis au Spiceman, donc pour remettre ma batterie à 0 et j'en ai profité là, pour courir un petit peu pour reprendre votre épisode quand on est en territoire, quand on va aller à l'extérieur, on va explorer en course à pied, puis après ça, là, c'est toujours super intéressant. Là. Fait que tu enregistres à partir du spa présentement, c'est ça que j'ai compris? Tout à fait. Je me suis trouvé oui. je me suis trouvé un petit local là, qui m'ont gentiment permis d'utiliser. Wow, c'est cool ça, enregistrer du spa. Puis c'est drôle, je voulais pas aller sur cette tangente-là, mais tu parles de tes objectifs personnels. Ça fait plusieurs années que je veux dépasser le 2000 km. Et là, je suis comme à 1900. Et je ne le ferai pas. Je suis à 4 jours de la fin avec la COVID, je ne le ferai pas. Fait que ça va être mon objectif pour 2024 de faire 2000 km. Mais j'entends beaucoup de gens dire justement là, qu'ils outrun, ils speed beaucoup pour essayer d'atteindre leur chiffre qui s'était mis en début d'année. Puis à part ta course de cette semaine, Charles, ton histoire de coureur, toi, ça commence quand? Ça commence comment? Mais j'ai toujours été à la base un sportif. J'ai commencé à jouer au hockey et j'ai arrêté environ à l'adolescence. J'ai fait plusieurs activités sportives. À titre d'adolescent, on louait le gymnase de notre école au secondaire. Il voulait
avoir un adulte présent avec nous. Donc, à toutes les fois, on s'alternait, on était une gang, puis on s'alternait en disant « Ah, c'est qui ton prof? » Là, on s'est inventé des profs préférés pour aller leur demander là, de venir la fin de semaine avec nous. Donc, j'ai toujours été un grand sportif, j'ai trouvé ça important. Et j'avais par contre un problème de genou. Et évidemment, ça limite. J'avais commencé le jogging alors que j'étais à l'université. Et c'est vraiment mes douleurs aux genoux là, qui m'ont arrêté. Puis je courais vraiment pas. Là, tu sais, les erreurs du débutant, là, je les ai tous fait. Là. Je boitais le jour et je me réchauffais un tout petit peu pour arrêter de boiter, pour courir là-dessus sur une blessure. Donc, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, je suis pas fait pour la course. Et j'avais un bon cardio aussi. Donc, ce qui faisait en sorte que quand je me mettais à la course à pied, évidemment, encore une fois, comme tout bon amateur, disons que les cardio étaient là, mais tous les tendons et les muscles n'étaient pas prêts. Et il y a un été, j'avais beaucoup marché et là, je sentais que j'avais une différence, une solidité différente au niveau justement des genoux et tout ça. Et j'ai commencé à courir et là, en écoutant des podcasts pour me divertir, j'ai notamment tombé sur plusieurs podcasts, dont coureur.io, et ça m'a beaucoup intéressé. Et là, j'ai couru plus intelligemment. Et dans le fond, quand que la saison 2 est apparue, puis j'entendais le coach Frank dire dans l'introduction, il y a eu une pause de 4 ans. J'ai dit, ben, ça fait au moins 4 ans que je cours de façon régulière. Donc, essentiellement, là, ça m'a remplacé. Et là, ça fait partie de mon rythme de vie, là, mon style de vie, là, au niveau de la course à pied. Là. Je suis rendu à courir, je vous dirais, environ 5 à 6 fois par semaine. Wow. Premièrement, j'entends que tu es un auditeur de la première heure. Ça, c'est cool. Merci. Tout à fait. Tu vas pouvoir parler de toute ton expérience aussi d'écoute de podcast avec nous. Oui. Et puis, je te dirais, tu es un guerrier. Tu as quand même osé courir puis tu avais mal aux genoux alors que tout le monde sait que ça détruit les genoux, la course. Mais voilà, effectivement. Et en fait, pour justement enlever ce mythe-là, depuis, et je cours de façon plus régulière et je n'ai pas eu de problème de genoux, bien au contraire. Tout ça, mes problématiques de genoux se sont améliorées. Donc, c'est effectivement un mythe. Fait qu'on a un OG en studio, un Original Gangster, un de ceux qui étaient back in the days. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais rebondir là-dessus, que tu as commencé à marcher. Je pense que c'est sous-estimé la marche, parce que moi aussi, ça a fait partie de mon parcours. Fait que des fois, oui, on se met peut-être de la pression, mais de juste commencer à bouger, à engager notre corps en mouvement, la marche peut être un très bon point de départ pour justement muscler tout notre corps pour être prêt à courir. Tout à fait. Puis j'avais marché, on avait été passer une partie de l'été à une plage. Donc de marcher dans le sable aussi, quand c'est pas stable, là, ça fait travailler tous les muscles sans s'en rendre compte. Là. Tout à fait. Les muscles stabilisateurs dans le sable, c'est assez efficace. Exact. Puis bravo à toi pour ça, parce qu'effectivement, je pense, comme tu dis, Coach Frank, c'est vraiment sous-estimer la marche, parce que c'est un très bon exercice. Puis ça rejoint un peu ce que Coach Dom nous disait, là, de courir très lentement ou même marcher. Marcher, c'est vraiment pas taxant pour le corps. Il n'y a aucun choc, mais il y a quand même du mouvement. On bouge. Il y a quand même une petite portion de cardio, dépendamment là, à quelle vitesse on marche. Puis je dirais même que ceux qui commencent à courir, tous les coachs vont mettre de la marche, que ce soit au début pour le warm-up, dans l'intercalaire avec des petites portions de course pour s'habituer. Je pense que ça gosse beaucoup de monde de dire « Hey, moi, je suis venu ici pour courir, puis tu vas me faire marcher. » Alors que toi, tu es un super exemple qui est parti avec des douleurs de genoux. Finalement, ça t'a aidé à t'amener à la course, puis à même plus avoir mal, puis à pouvoir courir en continu. Là, tu nous disais que tu cours à peu près 5 fois par semaine actuellement, c'est ça? Exact. Puis, c'est quoi ton focus de course? Tu dis habitude de vie, mais t'as-tu un objectif en tête? C'est-tu juste que ça reste intégré dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive à continuer à courir? Ben, tu sais, la fameuse pensée, un corps sain dans un esprit sain, c'est vraiment là, en fait, je suis avocat, donc j'ai un travail très mental et stressant aussi, donc j'ai besoin d'évacuer et vraiment, c'est la façon de bouger. Donc, ça fait partie effectivement de mon style de vie. Je dis ça, je cours vraiment très amateur. J'ai jamais fait, là, en plus de 5 ans, là, j'ai jamais fait de course officielle.
Donc, j'ai couru un marathon, un 50 km, etc. Mais c'est tout ça là, de façon là, non officielle. Je trouve ça quand même intéressant de le faire sous cet angle-là. Des fois, il y a des gens qui vont avoir besoin de fixer des objectifs. J'écoutais des podcasts, des fois, au niveau de la COVID, comme de quoi que ça avait beaucoup influencé là, les coureurs qui se fixaient des objectifs de course. Et il y avait eu une démotivation. Moi, j'ai continué à courir. Je ne voyais pas vraiment de différence. Et je m'ajuste en conséquence. Donc, le matin que je me lève, je vais bien. Je vais prolonger ma distance à ce moment-là. Et les matins que je vais moins bien, parce qu'évidemment, il y en a aussi. Donc, je vais ralentir ma distance et je vais m'ajuster en conséquence, alors que de se prévoir, je ne sais pas, un 10 km, un demi-marathon ou un marathon, une fin de semaine X, c'est sûr que tu peux le planifier là, dans ton planning. C'est supposé d'arriver à ton top shape là, lors de cette épreuve-là. C'est pas une garantie non plus. Donc, par la suite, il y a une pause qu'il faut prendre et c'est tout à fait là, normal et sain. Mais moi, je voulais plus le faire de façon là, justement intégrée à un style de vie, de façon vraiment très, très amateur et je m'assume là, très, très bien. Je suis content que tu parles de la pandémie parce que c'est une question qu'on avait justement. Tu sais, pour toi, la pandémie, est-ce que ça avait été un moteur pour la course ou finalement, parce qu'il y en a plusieurs qui ont arrêté le sport, que c'était une période plus difficile, puis qu'au lieu de se jeter dans le sport, finalement, de l'utiliser comme un exutoire, qui ont arrêté. Fait que je suis content de voir que toi, dans ton cas, tu as juste poursuivi ta pratique au même niveau où tu l'avais, là. Tout à fait. Donc, ce qui me permettait, bon, il y a eu ce qui faisait en sorte avec le télétravail, ça me permettait à tout le moins d'avoir une plus grande flexibilité au niveau de l'horaire. Mais je suis une personne quand même assez matinale, donc les courses, je fais ça le matin habituellement, donc ça n'avait pas changé grand-chose. C'est sûr que on attendait là, des fois en Europe, par exemple, là, vous devez vous limiter à 1 kilomètre de votre maison et tout ça, mais on n'a pas eu de telles restrictions ici au Québec. Et les heures où on pouvait sortir, pour moi, là, ça fonctionnait à la merveille. Donc, il n'y avait aucun problème. J'ai pas eu d'influence négative là, qui est occasionnée par ça. Là. Fun fact, il y a un soir de couvre-feu en 2020. Couvre-feu était à, si je ne m'abuse, 20 heures. Et puis, j'étais un peu loin de chez nous. J'ai fait un record sur 1 kilomètre parce qu'il fallait que je rentre chez nous avant le couvre-feu. Là. Fait que j'étais sorti un de ces soirs, puis ouais, c'est ça. Je suis moins pirate que Coach Frank. Moi, il fallait que je rentre avant 8 heures. Ça aurait été drôle que tu te fasses pogner. J'ai respecté le couvre-feu en passant. C'est une des rares choses que j'ai respectées. Pas parce que je voulais, juste parce que j'étais un père de famille, fait que je suis chez nous à 8 heures. La pandémie, tu sais, comme Charles dit, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je travaillais déjà en télétravail, puis je sortais déjà pas, fait que c'est comme... Je reviendrai sur ce que tu as dit par rapport aux événements, puis tu sais, chapeau à toi d'avoir gardé cette motivation-là sans avoir un événement, parce que pour plusieurs coureurs, quand ils n'ont pas d'événement en vue, même s'il est loin, ça peut miner leur motivation. Souvent, de s'inscrire à quelque chose, ça donne un encre, puis on garde ça comme une cible, même si elle est lointaine, puis ça nous accroche. Mais d'être capable de le faire comme toi, puis d'être simplement intégré dans ton mode de vie, je trouve ça encore plus louable, si on veut, parce que c'est vraiment une motivation intrinsèque à avoir du plaisir, puis à courir, puis à intégrer ça dans ton mode de vie. Oui, merci. Puis je le fais autrement, dans le fond, en faisant des objectifs. Bon, mettons des objectifs de kilométrage annuels, mais tu peux aussi le faire par mois, tu peux le faire par semaine. Donc, tu peux aller chercher des motivations court, moyen, long terme qui peut te permettre de faire la course autrement. Merci. Tu as comme répondu à une question que j'avais dans ma tête parce que je me disais, quand tu n'as pas d'objectif, justement, tu sais, un petit peu où tu trouves cette motivation-là. Fait que de se mettre des objectifs autant court, moyen, long terme, c'est ce qui t'aide. J'ai le goût de passer la balle parce qu'on a quelqu'un d'autre aussi dans le studio. Il y a Geneviève qui est avec nous et c'est à ton tour de nous dire, est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Je ne sais pas ça fait combien de semaines consécutives que je cours, mais ça fait partie de mon mode de vie comme vous tous. Je cours pas des grosses distances l'automne et l'hiver parce que je fais d'autres sports en parallèle. En fait, quand il y a de la neige, j'en fais. Oui, j'ai couru. Je suis sur la fin d'un petit entraînement fourni par ma montre Garmin.
J'ai un 5 km à faire pour compléter cet entraînement-là de 12 semaines. Il me reste à le faire soit demain ou samedi. Donc, ça fait partie de mon quotidien, c'est ancré. Je suis curieux, l'entraînement de ta montre Garmin, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le nom du programme? C'est sur 12 semaines, c'est quoi le résultat qu'ils te promettent? En réalité, c'est la deuxième fois que j'utilise ces programmes-là. Je les découvre en fait parce que j'avais une ancienne Garmin Forerunner avant et cet été, j'ai eu une Venue 2S, puis je me suis mis à regarder toutes les caractéristiques techno. Quand j'ai vu entraînement et planification, j'ai fait, tiens donc, on va aller voir de ce côté-là. C'est dans l'application, puis tu choisis les objectifs, en fait. Donc, tu peux choisir est-ce que c'est un temps, est-ce que c'est une distance. Ensuite, tu dis combien de fois par semaine tu es prêt à t'investir dans le programme. Est-ce que c'est 3, 4, 5 fois? Donc, il y a des programmes pour du 5 km, du 10 km, du demi, du marathon. Il y a aussi des programmes qui existent pour le vélo. Là. Ils n'en ont pas fait que pour la course. Puis le premier que j'ai essayé, c'était pour courir un 5 km en moins de 30. Chose que j'ai déjà faite par le passé, sauf que j'étais curieuse de voir comment la montre allait m'amener à le faire. Donc, je l'ai essayé cet été, je l'ai terminé en octobre, puis j'en ai recommencé un autre tout de suite après. Ça me sert de motivation pour courir, mais un peu comme Charles, j'ai pas... moi, j'allais dire jusqu'à ce que Charles parle, je suis une bibite à part, j'ai pas besoin de motivation de course, de m'inscrire, d'avoir une date fixe. Moi, je sors parce que c'est mon corps et mon esprit qui me le demandent. Ça me fait du bien. Donc, après ça, est-ce que j'ai besoin de sentir que je cours efficacement? Bien sûr, on veut pas se blesser, on veut que ce soit équilibré. Donc, je me suis mis à essayer ces programmes-là, mais je courais autrement avant. J'avais des distances préétablies dans mon quartier. Donc, tu sais, c'était quelque chose que je faisais de manière intuitive. Puis là, ben, ça m'amuse d'avoir ceux de la montre. Quand j'en aurai fait le tour, ben, je passerai à autre chose. Tu vas changer la montre? Non, je ne pense pas. Non, d'ailleurs, ça, c'est un débat, hein, les montres. Il y en a avec la fréquence cardiaque au poignet maintenant. Mon ancien modèle, il y avait le ceinturon à mettre à la poitrine. Je trouvais ça super pratique parce qu'en courant l'hiver, je pouvais mettre ma montre à l'extérieur sur mon manteau. Donc là, ben, c'est une adaptation cet hiver parce que je suis obligée de gérer le gant, la poignée, le poignet de mon manteau, la montre par-dessus, pas perdre le contact pour la fréquence cardiaque. En tout cas, c'est une adaptation dans mon cas. Mais non, je ne changerai pas de montre. Tu peux probablement brancher une ceinture sur ta montre pareil, si tu veux. Oui, il y en existe. Effectivement, il y en a qui sont compatibles. C'est quand même un bon montant là, à ajouter à la valeur de la montre, donc j'attends un peu. Ou juste pas avoir tes chiffres cardiaques l'hiver. On dirait que ceux-là, j'ai toujours apprécié les avoir. Il y en a d'autres qui m'importaient moins, mais ceux-là, ça fait plaisir de les avoir. Je te dis ça, puis je serais incapable. L'hiver, moi, ce qui m'arrive, c'est que je vais le mettre effectivement au poignet direct, puis je vais avoir, mettons, des fois 2-3 couches, un gilet, mon manteau, mes gants qui vont un peu overlap. Puis si je veux aller voir une métrique sur ma montre, c'est pas rare que je vais accrocher le bouton lap, puis là, ça brise tous mes kilomètres. Ah non. Fait que je la regarde pas trop l'hiver. Ça a ça de bénéfique. Je regarde un peu moins mon temps. J'ai développé un peu le même genre d'habitude. Puis d'ailleurs, dans les entraînements, évidemment, la montre envoie un signal en vibrant pour te dire de changer de séquence, changer de pace ou de OK, période marche ou repos, warm-up, peu importe. Puis des fois, je regarde mon programme sur mon téléphone avant de partir pour avoir une vague idée de où je m'en vais. Évidemment, comme je connais mon pace, ben quand elle vibre, je le sais que c'est parce que je viens de faire 1 kilomètre, mais d'autres fois, elle vibre, puis là, je fais « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que c'est parce que j'ai atteint mon objectif de nombre de pas, d'ascension? Donc, il y a toujours beaucoup de signaux qui arrivent là-dedans. Puis, à un moment donné, ben, j'ai pris un mauvais signal. Il me restait 5 minutes, puis je pensais que j'avais fini. Ça fait que j'ai marché 5 minutes au lieu d'en courir un. Tu vois, ça, c'est un truc que je fais sur ma montre. Pendant mon activité, je les désactive, ces notifications-là d'ascension, de nombre de pas, etc. Justement pour pas qu'elles vibrent. C'est un paramètre qui est possible de mettre. En activité, avertis-moi pas de ces milestones-là, finalement. Je prends note, je pense que je vais aller faire la modification après la discussion. Et puis là, tu nous as parlé beaucoup de, actuellement, c'est quoi pour toi la course, mais ça part quand et pourquoi? Ça part depuis 2006-2007. Quand j'ai fini l'université, moi j'étais à l'Université Laval et
les étudiants de l'Université Laval ont la chance d'accéder au PEPS. Donc, je m'entraînais gratuitement, facilement. Donc, fini les études, donc plus d'accès au PEPS. Il fallait que je continue à bouger. Donc, la course à pied s'est un peu imposée parce que c'est la forme la plus pratique de sport. Tu as besoin d'une bonne paire de chaussures, puis let's go, t'es parti. Donc, c'est comme ça que j'ai juste transféré les activités sportives que je faisais avant. C'est devenu la course. Est-ce que j'étais aussi bien conscientisée de ce que je suis maintenant par rapport à toutes les métriques de la course? Absolument pas. Je ne connaissais pas ça. Ceci dit, j'ai gardé cette habitude-là. Je me suis documentée au fur et à mesure. J'ai posé des questions en allant acheter des chaussures. Comme tout le monde, j'ai fait des fois des mauvais choix, des fois des très bons choix. Mais au fil du temps, j'apprenais. Puis j'apprenais surtout à reconnaître les signes de fatigue ou d'usure que j'avais dans mon corps, puisque c'était un nouveau sport que j'intégrais à mes activités. Mais c'est vraiment là, je cours. J'ai eu quelques périodes un peu plus à vide, mais globalement, je peux dire qu'il ne s'est pas passé plus que 2 ou 3 mois sans course à pied depuis 2006-2007. Non, j'aime beaucoup que tu amènes le côté, tu l'as fait et tu t'es documenté en t'en allant. Je suis beaucoup là-dedans, tu sais, parce que il y a des fois des gens qui vont essayer de lire comme 50 livres sur la course, puis des blogs, puis ils vont aller voir des Instagram, puis on dirait qu'ils viennent d'une paralysie. Ils font juste pas courir parce qu'il y en a un qui a dit que ça prenait des bonnes chaussures, l'autre qui a dit que ça prenait pas de chaussures, l'autre dit que ça maganait les genoux, l'autre. Fait que juste de le faire, puis de prendre des décisions, de le faire. De bonnes décisions, mauvaises décisions, d'apprendre, d'aller se documenter. J'aime que tu amènes ce point-là parce que c'est très viable de juste commencer. Puis oui, ça sera peut-être pas optimal. On veut pas que personne se blesse, mais théoriquement, si tu écoutes ton corps, tu commences, puis tu commences à avoir mal, t'arrêtes, tu ne devrais pas te blesser non plus. Puis tu vas trouver pourquoi tu as mal, puis comment contrer ça. Mais j'avoue que c'est pas mal comme ça que j'aborde tous les sports que je pratique. Donc, j'allais pas faire différemment pour la course à pied. C'est sûr que moi, l'activité physique a toujours fait partie de ma vie. Donc, je fais pas, je me lance jamais complètement dans le vide. Je connais aussi les limites de mon corps. Mais évidemment, je ne fais que des sports individuels. Donc, je suis toujours confrontée à mes propres limites et je suis jamais obligée de suivre celles des autres. C'est une belle phrase, ça. J'aime ça. Oui, moi aussi. Tu as parlé beaucoup que tu faisais d'autres sports. Ça ressemble à quoi, les autres sports que tu pratiques? Moi, je suis une sportive saisonnière. Donc, c'est du vélo, du kayak, de la randonnée, du ski, puis du ski de fond, randonnée alpine. Donc, quand les saisons le permettent, je prends l'activité du bord. La pandémie, ça a eu quel effet sur toi, sur ta pratique sportive, ou notamment la course? Comme Charles, aucun impact. Parce que je suis travailleur autonome, donc horaire très flexible. C'est pas les horaires qui nous imposaient, entre autres aux périodes de couvre-feu, j'ai pas été confrontée à ça moi non plus. La seule chose que ça a eu comme conséquence dans mon cas, la pandémie, c'est que tout d'un coup, je passais de travailleur autonome seul dans mon bureau dans la maison à « Oups, monsieur arrive ». L'ado débarque, école à la distance, et enfin bref, j'ai été beaucoup envahie dans mon espace personnel. Donc l'impact que ça a eu pour la pratique du sport, c'est que ça a fait que je suis sortie marcher plus. J'ai pas couru davantage, mais j'ai plus intercalé de périodes de marche dans mes journées. Surtout à des moments où je savais justement que les autres avaient soit des présentations audio-vidéo importantes, ben là je laissais le champ libre pour que tout le monde puisse faire ses trucs. Mais sinon, ça n'a pas eu l'impact. Il y a beaucoup de gens autour de moi pour qui ça a été effectivement négatif. Ça les a démoralisés parce que c'est des gens qui faisaient souvent partie d'une équipe, quelque chose d'organisé, quelque chose qui était hebdomadaire. Mais moi, comme je fais des sports individuels, ça n'a pas été significatif. C'est une bonne nouvelle, tant mieux. Je sais que la pandémie a créé énormément de coureurs aussi. J'en discutais, j'étais dans une boutique spécialisée ici à Trois-Rivières. Puis, le Yeti. Le Yeti, ben oui, on va les nommer. Je ne sais pas pourquoi j'ose pas. Le Yeti, je les adore. Puis je jasais avec Richard qui me disait la pandémie a créé beaucoup, beaucoup de coureurs. Puis quand les gens viennent ici s'acheter des souliers, puis tu leur parles d'événements, ils disent non, de quoi tu parles? Moi, je cours parce que je peux faire ça tout seul de mon bord. Justement, c'est pas pour aller avec du monde. Ça les attire pas. Ça les attirait pas, ces gens-là qui finalement ont abordé le sport justement parce que ça se pratiquait seul et non pas en groupe, puis que c'était la chose à faire pendant la pandémie, puis les différents couvre-feux.
Charles, je reviendrai à toi. J'aimerais ça savoir dans ta pratique du sport, de la course à pied, est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite, ta plus grosse erreur que tu dis, avoir su ou si je m'étais écouté ou. Ouais, mais j'en parlais tantôt, c'est l'aspect, tu sais, la motivation, là, c'est pas tout le temps la meilleure chose comme point de départ parce qu'on est très, très motivé au tout début, donc on veut tout donner, il faut habituer les muscles, les tendons graduellement, il faut le faire graduellement. Il y avait Blaise Dubois là, qui disait dans ses livres 80% des blessures, c'est trop vite ou trop en fait en trop vite. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une erreur de débutant qu'on est tous portés à faire. Évidemment, c'est pas mal ça. Courir, aussi des fois, je dirais de courir de façon peu efficace parce qu'on parle de courir 80% en endurance fondamentale, un 20% plus rapide. Non, on court à la vitesse qu'on peut courir toutes les fois, donc on maintient un bon rythme, une bonne vitesse, puis on aime ça, puis on arrive à la fin de la séance, puis on s'est donné, puis on est satisfait. Mais à un moment donné, ben c'est une. Oui, on peut avancer comme ça, mais ça a certaines limites, là. Donc, mais c'est les erreurs de débutants. J'ai aucune gêne à le dire là, que j'entends là, fréquemment là, à cet égard-là, mais c'est d'y aller trop vite. C'est vraiment là, je faisais partie des 80% là, de gens qui ont commis cette erreur-là. As-tu une grande fierté dans ta pratique de la course? Oui, ben finalement, c'est une fois que tu vis bien avec tes décisions, tu vis bien, tu sais, comme je fais pas de compétition, je me trouve des motivations justement court, moyen, long terme, puis là, ça fait partie de ton rythme de vie. Tu cherches pas à la performance, et tu décides d'y aller, de courir à ton rythme, de faire tes propres plans, d'intégrer ça comme tu es confortable de le faire, là, à ce moment-là, je dirais, tu es dans ton X, dans ton activité. Et ça, c'est une grande fierté que j'ai, là, d'avoir trouvé ma place et que ne soit pas concentré que sur de la performance, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qu'on entend ou de gens qui bon, c'est quoi ton pace, puis quelle distance que tu as faite, combien de kilométrage. Oui, ça fait partie de notre quotidien. Je pense qu'on est on s'encourage comme ça de part et d'autre, là, parce que quand on se compare à des non-coureurs, ils ne comprennent pas tout le temps notre monde. Là. Non! Donc, c'est le fun de parler de quelque chose, puis que les gens savent de quoi tu parles, ou tu as fait une telle course, puis tu es fier de ta course, ça va. Mais de ne pas être tout le temps dans la performance, mais de chercher justement là, de se trouver sa propre performance dans le fond, de se trouver ses propres repères, ses propres objectifs, etc., là, qui nous appartiennent. Là, je pense, une belle réussite que j'ai eue. C'est beau parce qu'au final, c'est chacun son parcours. Puis même quand tu pars d'une course, je pense que même ceux qui participent à des courses organisées, là, qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais tu es avec des milliers de personnes, mais c'est chacun leur course. Je veux dire, c'est pas, en tout cas, pour ma part, je finirai jamais premier. Fait que ce qui est important, c'est que c'est quoi mon boundaries autour de moi, puis c'est quoi mon objectif aujourd'hui, et non qu'est-ce que les autres font. Fait que ça revient un petit peu à ça, d'être sur son X. C'est sa course, c'est pour soi. Si pour toi, c'est 1/2 kilomètre par jour qui te rend heureux, qui te garde en bonne santé, bien fais-le. C'est pas. Y a pas de. C'est pas parce qu'on entend sur un podcast qu'il y a quelqu'un qui court 60 km par jour qu'on est poche parce qu'on fait pas ça. Fait. Totalement. Puis c'est une vibe que j'ai adoptée un peu plus cette année, justement. Puis j'ai fait cette introspection-là, moi aussi, de dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'améliorer ma performance? Puis finalement, c'est pas tant ça que je cherche. Ce que j'ai envie, c'est de continuer à courir, que ça soit intégré dans mon mode de vie, puis que je puisse continuer à pratiquer mon sport encore longtemps. Ça a beaucoup plus de valeur, finalement, que de dire je vais aller faire Ottawa au mois de mai, puis que tout est aligné là-dessus. Là. Oui, c'est de le faire autrement. J'avais
on est un peu justement dans la performance. J'avais fait là, 2 ans un marathon, après ça, j'avais fait un 50 km, puis après ça, on se pose toujours la question, il débute quand le ultra-marathon, là, parce qu'il y a des gens qui ont des définitions qui sont pas tout le temps les mêmes. Mais et là, j'étais dans cette pensée-là. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais finalement, j'ai décidé cette année de ralentir le rythme, de courir plus fréquemment pour aller chercher un autre type d'objectif. Là, j'ai vraiment été sur un kilométrage annuel que j'ai heureusement atteint. Là, je suis bien content, bien fier de l'avoir atteint. Mais je l'ai fait autrement. Donc, c'est pas tout le temps. J'ai pas couru ma plus longue distance cette année. Ça a été un demi-marathon. Donc, j'ai couru plus fréquemment, mais avec des plus petites distances. Là. Donc, je suis allé chercher autrement là, mon objectif, dans le fond. Le volume. As-tu couru plusieurs fois par jour, certains jours? Non, j'ai pas fait non plus là, de bi-quotidien. Là. Des fois, il y a des gens qui effectivement, là, ils courent un nombre de kilomètres impressionnant par semaine. Non, j'ai pas tombé dans le bi-quotidien. Non. Frank et moi, on s'est déjà rendu à 12 fois dans la même journée. Ouais. 12 fois 15 minutes. 12 fois 15 minutes. En fait, c'est 11 fois, 10 fois 15, puis 1 fois 30. Ouais, t'as raison. Okay. Pertinence. Oui, merci. Tu me ramènes à l'ordre. J'aime ça. Geneviève, de ton côté, as-tu une erreur notable que tu as faite que tu dis, Colin, pourquoi je me suis rendu là? Recommencer trop vite après une blessure, ça c'est sûr que c'est la première erreur que beaucoup de gens font. Moi, j'en fais partie aussi, mais on le fait juste une fois. Si on est cohérent avec notre désir de progression, on le fait juste une fois. Mais je trouve qu'il y a une autre erreur que beaucoup de gens font, c'est de pas apporter les souliers de course, peu importe où ils sont. Et ça, c'est tellement... Moi, j'ai intégré ça dans mes voyages, j'ai intégré ça dans tous mes déplacements, que je change de province ou juste de ville. Puis, ça m'est jamais arrivé de regretter d'avoir apporté mes chaussures, mais ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir regretté de ne pas les avoir apportées que j'aime autant les avoir, même s'ils restent dans l'auto. Au moins, je sais que si l'occasion se présente, je peux y aller. Je suis 100% d'accord sur tes 2 points. Puis pour les souliers, les traîner, ça, c'est une évidence. Moi aussi, je vous le recommande fortement. Traînez-les pour rien. Ça vaut pour toutes les fois où vous allez être content de les avoir. Puis je reviens sur ton premier point, je le trouve super important. Recommencer trop vite après une blessure. C'est tellement difficile. Ceux qui reviennent de blessure, les athlètes que je coach, je le dis tout le temps, c'est bien plus tough ce que tu fais là que quand tu as commencé au départ. Parce que quand tu commences, entre guillemets, tu ne connais pas ta valeur, les chiffres, ça ne veut rien dire, tu ne sais pas encore quoi, tu es en progression. Quand tu reviens de blessure, on s'attend naturellement à revenir où on a laissé, alors que c'est 100% impossible. Il y a eu, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un arrêt, même si on oublie l'effet de la blessure, il y a eu un arrêt. Fait qu'il faut repartir progressivement. Mais on veut tout repartir au même niveau où on a arrêté, puis c'est un risque de se reblesser puis de réétirer ça encore plus longtemps. Fait que, sage commentaire. Puis c'est encore plus vrai quand la blessure n'a même pas été provoquée par le sport qu'on essaye de recommencer, parce qu'on se dit, j'ai pas sollicité mes muscles ou mes articulations de la même manière, c'est pas grave, c'est différent, c'est un autre contexte, mon corps va bien répondre, ça va bien aller, ça va me changer les idées. Non. Ton corps, il reste le même, peu importe l'activité que tu fais avec. Très riche. Sinon, une fierté que tu as par rapport à la course? Pour faire le pendant de ce que je viens de dire, de toujours réussir à apporter mes chaussures, même en voyage, ça, j'en suis très fière. Mon chum, il trouve ça un petit peu étrange des fois, mais ça me permet d'être fière aussi de ma constance puis de la fréquence de mes entraînements, parce que je laisse pas l'occupation, le déplacement, le voyage venir chambouler ça. Je m'arrange pour courir peu importe où je suis. Puis, ça me permet de ramasser des super souvenirs en plus. Fait que c'est tout bénef. Une petite anecdote, moi, qui me fait rire. Je critiquais le nombre de chaussures que ma conjointe apportait quand on allait en voyage ou autre, dans l'entrée qui traînait. Depuis que je suis vraiment un coureur, vraiment très régulier, j'ai arrêté de chialer parce que là, je regarde la quantité de chaussures que j'apporte en voyage et que j'ai à la maison. Je peux plus critiquer, malheureusement. Non. Quelqu'un qui critique le nombre de chaussures qu'on a, vous flushez ça, vous n'avez pas besoin de cette négativité-là dans votre vie, c'est non.
Je sais pas si je devrais y aller avec mon commentaire, mais pour les voyages, moi, j'ai comme une espèce d'astuce. Là. Je vais m'acheter une paire de chaussures en Gore-Tex avant qui vont être mes chaussures pour le voyage au complet. Donc, que je peux courir, que je peux sortir, juste parce que j'aime ça voyager de façon le plus minimaliste possible et vraiment une paire de chaussures, ça prend de la place. Donc, j'aime beaucoup juste comme m'acheter une paire de chaussures neuves qui, de toute façon, je vais acheter de toute façon. Et ça devient ma paire de chaussures pour le voyage au complet. Donc, je peux courir avec, je peux sortir le soir. Des fois, c'est bizarre un peu, mais c'est peut-être pas aussi chic, peut-être moins élégant que vous, mesdames, avec des chaussures à talons hauts, mais c'est ma façon de m'assurer de pouvoir courir de où je veux sans avoir la taxation d'une paire de chaussures supplémentaires. Mais j'ai la même tactique. Plus ça va, en plus, plus on est restreint dans les bagages, en voyage, surtout en avion. Donc, moi, effectivement, je fais comme toi. Je pars avec une seule paire de chaussures qui va m'assurer de pouvoir faire un maximum d'activités. Non, c'est pas la chaussure la mieux adaptée pour la course. Oui, des fois, la drop est un peu différente de ce que j'ai l'habitude d'utiliser à la maison sur route. Mais regarde, c'est mieux que rien. J'ai bougé, j'ai vu du paysage, puis j'ai sauvé de l'espace dans mes bagages. T'es pas seul, Coach Frank. Je suis pas seul, non, c'est ça. Je me dis, je suis le seul qui amène pas une troisième valise pour ses chaussures. Non, par contre, je me suis jamais perdue en Colombie ou je sais plus à quel pays t'étais, là. Ça m'est pas arrivé de me perdre. Mais non, je fais vraiment le même genre de tactique que toi. Mais je suis revenu, fait que c'est pas si pire, je me suis pas si perdu que ça. T'es là pour nous en parler. C'est ça, exactement. Fait que, puis j'ai découvert un café magnifique en me perdant. Fait que c'était incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous voudriez nous partager, une zone où on n'est pas allé, ou une expérience que vous voulez nous parler particulière, où on a fait le tour? Moi, je pourrais bien te parler de la seule course organisée à laquelle j'ai participé. Bill, tu la connais? Je pense que tu es dans mes notes, je t'ai juste pas lancé la question, mais vas-y, je t'écoute. On parlait tantôt du fait qu'on n'avait pas besoin de s'inscrire à des événements, du moins moi personnellement non. Oui, j'en ai déjà fait des courses organisées. J'ai déjà fait la descente royale à Beauport. J'ai fait quelques 5 km à gauche, à droite. Surtout la catégorie fun run avec des couleurs, là, parce que je savais que j'avais des amis qui y allaient aussi. Mais je m'étais pas entraînée pour ça. La seule course que j'avais vraiment très beaucoup l'envie de faire, c'était Beat the Blurch, qui est une course organisée par The Oatmeal, Matthew Inman, qui est un auteur qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « Les terribles et merveilleuses raisons pourquoi je cours des longues distances ». Donc, chaque année, lui, il organise une course, plusieurs distances, là, mais évidemment, la course la plus longue est un marathon. J'ai fait juste le 10 km. Psychologiquement, je suis incapable de courir au-delà de 10 km. Mais ça valait le déplacement de prendre l'avion, d'aller jusqu'à Seattle et ensuite jusqu'à Carnation pour faire la course. Je suis contente de l'avoir fait parce que je trouve que c'est une course atypique. Dans tout ce monde où tout est très poussé, la performance, il faut qu'on ait un maximum de matériel, là, puis là, il faut planifier à tel kilomètre, je lâche le manteau, à tel kilomètre, j'enlève les manchettes, à tel kilomètre, ci, ça. C'est des courses qui sont super agréables à faire. L'ambiance est le fun parce que les gens se prennent pas au sérieux. Si tu veux aller courir Beat the Blurch pour faire un temps, tu peux y aller. Il y en a qui y vont pour faire un temps. Mais au final, c'est tellement agréable parce que tout le monde est là juste content de courir, peu importe la distance qu'ils font. Les ravitaux sont dignes de mention parce que les ravitaux, tu peux manger du gâteau. Parce que le but de Beat the Blurch, le Blurch, c'est le petit personnage joufflu fictif, l'espèce d'ange joufflu qu'il y a sur ton épaule qui te dit « Non, cours pas aujourd'hui, reste assis sur le divan, mange du gâteau, tu vas voir, ça va aller bien mieux que si tu vas courir. » Et donc, chaque fois que tu vas courir, you beat the Blurch. Et c'est comme ça que Matthew Inman a réussi à créer toute cette espèce de mythologie-là derrière le Blurch. Et donc, quand tu vas faire ces courses-là, les ravitaux, il y a tout un paquet de cochonneries, puis ils te donnent des jujubes. Puis, tu sais, c'est pas juste les jujubes avec de l'énergie dedans, là. Il y a du sucre au pouce carré là-dedans, là. Fait que je suis allée faire ça. Je suis allée faire ça en 2017. J'étais très contente de l'avoir fait, mais je suis pas... j'aime pas que peu importe que les départs soient groupés tout le monde ensemble ou par vague, j'aime pas me retrouver entourée de trop de monde en même temps. Ça, c'est mon côté très antisocial assumé. Mais je me suis parlé parce que je voulais faire cette course-là, puis c'est tout. T'as beat the Blurch, parce que le Blurch, il veut pas que tu sois avec du monde. C'est ça. Alors moi, mon Blurch, c'est la quantité de gens autour de moi.
Pendant que tu te poses la question, Coach Frank, oui, c'est le livre que je t'ai prêté que tu n'as pas lu Oui, encore. non, je me pose pas de question, je l'ai lu. Je me suis rendu jusqu'aux guêpes japonaises. Là. Ah oui! J'ai pas fini encore, là. Fait 1 an et demi, je le lis, mais c'est un livre de 4 pages, mais je suis Avec rendu, des là, gros quand il parle dessins. des- Puis là, Charles doit se demander en maudit de qu'on parle. Je le mettrai dans les notes d'épisode. Petite question pour conclure. Est-ce que vous avez un épisode de Coureur .io préféré? C'est difficile, honnêtement. Je ne vais pas faire mon Sont têteux, mais ils sont tous bons. Mais j'avais probablement ralentir pour aller plus vite ou Runner's Hack, qui sont des épisodes là, que j'ai bien appréciés, là, évidemment. Oui, tout à fait. Cool. Fait qu'allez écouter ça. Je vais essayer de retrouver toutes les notes. Tu sais, Frank, les 56 pages que j'ai Pardon, envoyées. ouais. Hein. En passant, Toutes c'est les- juste 2. Hein? OK. Je tiens à le préciser. En fait, moi, il y a l'épisode que j'ai aimé, c'est celui où il était question du retour à la course postpartum. Parce que je trouve que globalement, le retour à l'activité physique, puis tu sais, on en parlait tout à l'heure suite à une blessure, postpartum, c'est pas nécessairement une blessure, mais ton corps subit un traumatisme. Donc, il faut le traiter comme s'il avait subi une blessure. Et effectivement, l'approche qu'elle avait de dire, regarde, chacun y va avec ses limites. Puis en tout cas, son discours était très, très pertinent pour le retour comme ça. Mais c'est un discours qui, puis elle l'a dit, je pense, dans l'entrevue, que c'était adapté aussi à tous ceux qui avaient une blessure et qui voulaient revenir à l'activité. Pendant que tu as le micro, Geneviève, est-ce que tu as quelque chose à nous plugger à nos auditeurs? Dans votre épisode, vous avez parlé de certains équipements que vous utilisez. Moi, il y a une chose que j'utilise particulièrement l'hiver et c'est un produit qui est fait au Québec. C'est les tuques Metatuc qui sont adaptatives. Ça peut devenir un col ou un bandeau selon comment on le place. Et c'est un beau tissu technique, super respirant, super confortable. Puis moi, je suis très contente d'en avoir parce qu'en plus, on les a fait faire à l'effigie de mon entreprise. Donc, c'est un produit que j'arbore avec fierté quand je cours. Et c'est pas juste pour le look parce qu'il fonctionne bien. Quand on le met, tu sais, des fois, il y a des tubes ils deviennent trop serrés pour les mettre en bandeau. On peut juste les porter en col ou peu importe. La tuque Metatuc, même si c'est taille unique, ça s'adapte super bien. Je ne connais personne, peu importe la taille de leur tête, pour qui ça n'allait pas. J'en ai 2. Une avec des licornes puis une avec des fleurs. Yes! Puis ils sont vraiment cool. Je les adore tous les deux. Charles, avais-tu quelque chose à plugger à nos auditeurs aujourd'hui? Ben, en fait, le savon à linge Cap Odor, qui est un savon à linge là, pour vêtements de sport, très efficace. Et j'en parlais tantôt, j'étais au Spiceman. Je suis allé courir ce matin, tu mets ça dans un petit bain tourbillon, tu mets du savon, tu pars le bain tourbillon, ça fait l'équivalent d'une bonne laveuse. Mais c'est un runner's hack. Là. Oui, c'est ça. Mais donc, très efficace comme savon, là, et je pense aussi que c'est québécois, là, donc c'est une bonne compagnie. Puis c'est quoi la forme que ça a? C'est-tu liquide? C'est-tu une Oui, barre? c'est liquide. Oui, c'est liquide. Oui. C'est vraiment un savon à détergir. Fait que je vais définitivement regarder ça parce que je suis un petit peu fatiguant sur laver mes vêtements et avoir des bonnes odeurs. On a plus de points communs que tu penses, je pense. Mais ouais, on a beaucoup. On a comme ami Bill, fait que c'est déjà un. C'est un très bon point en commun. Bravo à vous, les gars, pour ce que vous faites. Bravo d'avoir déjà atteint l'objectif que vous étiez fixé en termes de nombre d'épisodes. Parce que sans connaître l'univers des podcasts, je sais quand même ce que c'est de se lancer dans un projet comme ça, de se dire, OK, je vais apprendre, je vais aller m'acheter un bon micro, je vais faire ce qu'il faut, je vais me créer un plan de match, puis on verra où ça va nous mener. Mais bravo, effectivement, de l'avoir fait, puis d'avoir trouvé des idées qui n'ont pas toujours été abordées dans d'autres podcasts, et surtout, bravo de le faire en français au Québec. Et merci Geneviève. Puis oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans le dernier épisode, mais au début, on s'était donné comme objectif de faire 12 épisodes à la saison 2 et de réévaluer. Puis là, on enregistre le 20e, c'est officiellement le 20e aujourd'hui, puis je pense pas qu'on réévalue, on continue. Fait que merci Geneviève. Je rebondis sur le commentaire de Geneviève. Moi, je dis bravo à Coach Bill
pour avoir réussi une mission que moi j'avais échoué. Je disais tantôt, j'avais écouté la saison 1 de coureur.io. J'avais entré en communication avec Coach Frank pour essayer de le motiver parce qu'il avait cessé là, ses épisodes. Je voulais qu'il continue. J'y avais donné des propositions de sujets et tout ça. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, mais heureusement, Coach Bill a réussi à le convaincre de continuer. Donc, oui, tout à fait, très intéressant. Les podcasts sont beaucoup sur le trail. Je trouve que vous êtes quand même mis sur la course à pied du côté justement amateur. Donc, je pense que ça touche beaucoup de gens. Et c'est très ingrat, mais c'est gratuit. On achète une revue, c'est X dollars, on la paye. Vous, on a du contenu gratuit toutes les semaines, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais sachez que c'est très, très, très apprécié de vos auditeurs. Merci. Merci sincèrement. Oui, merci Charles. C'est très, très apprécié comme commentaire. C'est notre moteur, ça, ces commentaires-là. Puis de savoir que c'est pertinent ce qu'on fait, que c'est utile, puis que ça vous aide à continuer à courir aussi. Puis pour la relance de la saison 2, tu vois que ça n'a pas été sans effort. C'est moi qui s'est fait piéger finalement parce que Frank m'a dit c'est correct, mais je le fais si t'embarques. Puis c'est rien de personnel, Charles. J'étais juste pas là dans ma vie à ce moment-là. Mais oui, je me souviens que tu m'avais relancé. Puis merci parce que ça m'encourageait. Je voulais le relancer tout le temps. Puis bon, les choses, la vie passait entre-temps. Et merci à Bill qui a embarqué aussi. Parce que oui, Bill, il a l'honneur de m'avoir fait relancer, mais il a embarqué aussi, puis il s'implique beaucoup. Et c'est pas mal grâce à lui si c'est là aujourd'hui. Donc là, on a fait un petit reset du studio. On a vidé les chaises de Geneviève et Charles pour laisser la place à Marie-Claude et André qui se joignent à nous pour la deuxième partie de cet épisode-là où on reçoit nos auditeurs pour venir nous parler de leur parcours. Alors, allô Marie-Claude, allô André. Salut. Content de vous avoir sur coureur.io. Je sais que vous êtes des auditeurs là, assez assidus qui écoutez pas mal d'épisodes. Puis généralement, là, vous deux, je reçois souvent des commentaires de vous, là, très appréciés d'ailleurs. Ça fait plaisir. Mon plaisir. Puis merci aussi pour ça parce que c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Mais ce que vous faites, excusez-moi. C'est ce que Bill fait. Oh, elle a dit que c'était intéressant. T'as raison. Si elle avait dit que c'était plaisant, on aurait dit c'est tout à ton honneur. Première question la plus importante, Marie-Claude, est-ce que tu as couru cette semaine? Non, j'ai pas couru. J'ai fait de l'elliptique par contre. Mais j'ai pas été courir dehors. Ouais, j'ai pas été courir dehors, ça fait comme 2 semaines. Je suis revenue de vacances, puis j'ai pris une mini pause de trop manger, de trop avoir bu dans mes vacances. Mais je vais recommencer. Choisie, c'est pas une blessure. Oui, non. C'est vraiment une pause que je me suis imposée puis que je devrais même pas parce que j'en ai vraiment besoin. Je sens que j'ai beaucoup moins d'énergie parce que je cours pas. Ça sera juste meilleur quand tu vas recommencer. D'après moi, c'est de la pause. Tu vas voir le bénéfice quand tu vas recommencer. Exact. Ne négligeons pas l'importance de la pause. En effet. Je pense que c'est ça la crainte qu'on a tous de prendre une pause, de se conforter finalement dans « Ah, c'est facile, j'ai pas besoin de rien planifier ». Il y a quand même un petit côté, c'est ça, plus léger à dire « Ah, je cours pas, puis je garde mon énergie » ou du moins, le divan devient attractif. Là. Je pense qu'on se la permet pas de peur de coller là justement puis de pas être capable de repartir. Oui, puis du même coup, moi, pour vrai, j'ai vraiment remarqué une baisse d'énergie là, depuis que je cours pas. Là. Ah, c'est ça, c'est reprendre l'énergie. Oui. Mais puis moi, d'habitude, je cours comme moi, je suis chauffeur d'autobus, puis j'ai souvent des pauses entre mes 2 chiffres. Puis souvent, je vais courir dans cette partie-là de ma journée quand que je suis en pause. Tu sais, je me lève à 3 heures du matin, je commence ma journée vers 4 heures. Vers 9 heures, je suis en pause jusqu'à 1 heure. Puis je finis ma journée vers 5 heures, 5h30. Mais mon après-midi, quand que je vais courir, j'ai l'impression que c'est une nouvelle journée qui commence. Hein. Puis là, versus qu'est-ce que je suis en train de comme m'installer comme routine pas bonne. Hey, là, mes journées ils finissent plus de finir. Là. On dirait que je me lève, puis quand que je me couche, je suis aussi fatiguée que quand que je me suis levée. Fait que c'est vraiment moi qui m'impose, qui
m'imposent un enfer, finalement. Là. Fait que va vraiment falloir que je me lève et que j'y aille. Là. Je te comprends parce que je suis d'un grand adepte de la course sur mon heure de dîner. Tu as raison, ça fait une espèce de reset. On revient l'esprit clair dans l'après-midi. La deuxième demi de journée est beaucoup plus légère parce qu'on a fait du sport, on s'est vidé la tête, puis une petite fatigue physique aussi, là, mais c'est juste bénéfique. On n'est pas nécessairement exténué après une sortie de course. On n'est pas en compétition, on s'entend. Là. C'est un entraînement. Mais tu as raison, moi aussi, je le file comme ça, puis les journées passent excessivement plus vite, puis sont plus faciles à passer à travers. Ah oui, vraiment. André, toi, as-tu pris une pause cette semaine? Non. Première fois qu'on entend cette question, hein, Parce que André, en backstage, il nous a dit qu'il prenait jamais de pause. Non, mais là, on est dans la spin de dernière année, là. J'ai un objectif à faire, fait que là, j'ai pas arrêté depuis samedi, là. C'est à tous les jours depuis samedi. Tous les jours. Ouais, c'est quoi ton objectif? 2700 km. Wow. Wow. Ouais. T'es rendu où? 2489. Wow. Oh, c'est possible. Ah oui. Ouais, en fin de semaine. Fin de semaine. Nice. Yes. Ouais. En Gaspésie, En justement. pause demain, c'est ça? Oui. Ouais, genre, sur la route, je vais être sur la route. Fait que pour la Gaspésie, fait que je pourrais pas. Ben là, lève-toi Ouais. plus de bonne heure, puis va courir demain matin. Oh, je commence déjà à 7 heures. Fait que non, je suis un gros dormeux, moi. Ou lève-toi plus tôt et vas-y en courant à Gaspésie. Ouais. Oui, ça serait bon. J'ai 5 heures de route. Fait que... Puis toi, André, comment tu as commencé à courir? Ça fait combien de temps? Puis qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied? Ça fait, là, en ce moment, je dois t'en faire un bon 6 ans que je cours à l'année, là, à peu près. J'étais À l'année comme- dehors, hein? Ouais, dehors, ouais, tout le temps. À un moment donné, avant ça, c'était, courir au printemps, tu peux, on arrêtait, on recommençait. Tu sais, c'était pas régulier, là. Parce que j'avais eu avec les enfants, là, c'était difficile, puis j'étais un gros sportif de genre partant. Fait que quand j'ai eu mes derniers bébés et mes jumelles, là, ça a comme pendant 2 ans, 3 ans, ça n'a plus rien. Plus d'énergie, se réveiller, on dormait beaucoup, fait que les sommeils étaient très légers, mais mon autre, ça a comme mieux été pour les bébés. Fait qu'en janvier 2018, je dis go! On en regarde ce que ça prend pour courir dehors, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Ça a remonté tranquillement, mais à un moment donné, les blessures arrivaient dans les débuts, parce que là, tu fais plus de kilomètres par semaine que tu es supposé faire, puis là, tu blesses, là, tu ralentis encore. Mais maintenant, cette année, ça fait 2 ans là, qu'il n'y a aucune blessure qui sort, puis tout va bien. Je fais pas plus de kilomètres que, on pourrait en faire plus, mais après 60, je pense que c'était assez, fait qu'on prend une pause. En moyenne, 2 tu jours. fais combien par jour environ? Par jour, plus par semaine. En moyenne, par semaine, je fais à peu près 50 à 60 km. OK. En moyenne. Je peux démarrer la Très température. Là. Je suis pas un gars qui court dans la pluie. Fait que quand il mouille, ben là, je prends une pause, on fait de la musculation. Ou, Faites en chocolat. oui, non. Je vais avoir du plaisir quand je cours. Entendre les souliers faire les souliers, non, ça m'intéresse Ouais. moins. C'est vrai que c'est pas évident de s'imposer la pluie. Je suis d'accord avec toi. Non. Moi, Parce je qu'à l'ai moins fait, qu'à- là, mais... Mais à moins 40, là, je suis dehors, puis ça, pas trop, mais la pluie, non, je sais pas. Je sais Mais pas une pourquoi. pluie d'été, c'est agréable quand même. Là. Ouais, une petite pluie, mais tu sais, quand tu prends une grosse averse, Ah ouais, puis mou, tu sais, pas- non. Non, Ouais. ça, on peut mettre une autre journée. Tu sais, c'est pas, Ah ouais. Ah ouais. c'est pas plus grave. Tu sais. Moi, je vais être contre-courant. J'adore ça, la pluie. J'adore courir à la pluie. Ça a quelque chose de zen, je trouve. C'est une espèce de bruit blanc, là, juste la pluie qui tombe. Là. Je sais pas, on dirait que ça me met dans une bulle. Puis j'ai d'excessivement bons souvenirs de des courses de pluie. C'est dur de le faire. Puis, fun fact, quand j'ai mes premiers groupes de courses que je coachais, les gens me disaient « Ah, il annonce de la pluie jeudi, fait qu'on va annuler. » Ben non, on va courir pareil. Ah ouais, on va faire ça en date. Non, on va aller dehors. Puis là, les gens, t'es sérieux, là? Oh, oui, je suis très sérieux. Puis, avec le temps, les gens aimaient ça. Puis, ils disent, OK, good, hey, on a de la pluie, puis on va y aller. Puis, tu sais, le mindset avait complètement changé. Il y avait plus envie de courir, finalement, que d'éviter la pluie. Fait que c'était le besoin de courir était plus fort que d'éviter la pluie. Puis, généralement, là, même quand il y a des pluies d'automne assez intenses,
les gens disent non, là, on fait pas un entraînement dedans, là. On compense pas par en dedans. Là. J'espère qu'il fait assez beau pour qu'on puisse aller dehors. Là. Oui, on va aller dehors. Tu sais, c'est juste quand il y a des orages que là, ben, évidemment, on prend pas le risque. Mais sinon, là, en dessous de l'orage, là, c'est sûr qu'on est dehors. Là. Moi aussi, je suis un peu ça. Une coureuse sous la pluie, j'adore ça. Moi, je suis comme un enfant. Là. Je vais mettre mes running shoes. Une pluie avec un 30 dehors. J'ai couru dernièrement le 15 km à, je me rappelle plus où, là. Le dernier que j'ai fait avec Philippe Sanson. Puis, il faisait froid. Il faisait très, très froid. Puis, il mouillait à Sio, là, vraiment une grosse pluie. Puis, tu sais, c'était agréable parce qu'il y avait un mouvement de masse. Mais, toute seule, avoir été chez moi, j'aurais sûrement fait comme un fuck off, là. Folle, là, mais pas à ce point-là. Là. En tout cas, moi, j'aime bien le soleil. Ouais. La neige, le soleil, le froid. Là. La pluie, j'y vais, là, tu sais, comme... Mon désir de courir est plus fort que la météo, mais je dois admettre que si je regarde la météo et il y a une annonce de 2 à 3, ben, je vais y aller avant ou après, mettons. Ouais. Je vais pas faire par exprès comme Peppa Pig pour aller sauter dans des trous. Peppa Pig. T'as clairement des jeunes enfants. Clairement. Toi, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'a amené à courir? Puis ça fait à peu près combien de temps que tu cours? Moi, depuis début COVID. Quand même récent. À mon travail, mon ami avec qui que je me tenais beaucoup a attrapé le COVID. Donc, elle a été retirée de ses fonctions sur le champ. Puis là, ben, vu que j'étais toujours avec, il savait comme pas quoi faire avec moi. Il avait peur que je le transmette à tout le monde, puis j'avais rien, là. Moi, j'avais aucun symptôme, j'avais pas testé positive, rien, là. Fait que là, ils m'ont pogné, puis ils m'ont pitché chez nous pendant 2 semaines. Là, j'ai fait comme, OK, il commence à faire beau. On était au mois de mars. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je peux pas rester chez moi à rien faire, là. Les garde-robes sont nettoyés, tout est fait. Fait que j'ai dit, regarde, je vais enfiler mes running shoes de chez Walmart. Puis, on va aller courir. Fait que j'ai commencé à courir comme ça. Puis, je courais super mal, là. Je courais tout croche. J'avais tout le temps mal quelque part. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à aimer ça. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dis, je vais avoir des souliers de course. Des vrais souliers de course, là. Puis, c'est ça. Fait que depuis 2020 que j'ai commencé à courir. Ça ne pas une question qu'on avait. Je voulais voir c'était quoi l'incidence de la pandémie sur votre pratique de la course, mais toi, c'est ce qui était l'initiation à la course. Ouais, Finalement, c'est le début exact. de la pandémie. Exact. Toi, André, est-ce que ça a eu une incidence, la pandémie? Oh, pas vraiment, je te dirais. Ça a pas... peut-être plus le couvre-feu de soirée, là. Fait que j'étais plus un gars qui courait le soir. Là, j'ai avancé mes journées de course, mais sinon, ça n'a pas changé ben. Ça n'était pas si pire. Y a-t-il un terme pour les coureurs de la pandémie? C'est parce qu'on dit les bébés de la pandémie. Y a-t-il comme un terme? Les Genre un runner's boom, là. Ouais, un runner's boom, quelque chose. On pourrait en inventer un. Ouais, on va l'inventer. S'il vous plaît, je vais être ça, moi. Les coureurs de la pandémie, c'est qu'à un moment donné, tous ceux qui faisaient du sport d'équipe, ça a arrêté. Ouais. Fait qu'il fallait à un moment donné que tu trouves d'autres choses à bouger, que sinon, tu venais enfermé chez vous, tu venais fou. Mais ça. Fait que c'est ça que le monde a commencé à courir, je pense. Là, mais... Ben, moi, j'aime beaucoup tu sais, quand que je partais courir, souvent, tu sais, je rencontrais des gens que j'avais jamais croisés dans mon quartier, puis eux aussi s'étaient mis à la course. Puis là, ben, on se faisait un petit high five en passant, puis on prenait chacun nos routes, mais c'était quand même un petit moment que, aïe, tu sais, c'est cool, tu sais, je te vois, tu me vois, on se salue comme des motos, là. C'est spécial, la communauté de joggers. Puis encore aujourd'hui, c'est ça, là, tu sais, je vais courir, puis si je vois un jogger, je fais salut, là. Ouais. Même chose. Ouais, c'est beau, cette communauté. Je l'aime beaucoup. On avait déjà parlé, puis il y a moi qui est extrême. Si je suis pas en coureur, je salue quand même les coureurs. J'ai juste l'air weird. Puis il y a Bill qui est salut en auto.
Fait que lui, il a juste l'air d'un espèce de psychopathe qui court après le coureur. Mais, tu sais, quand on devient coureur, je trouve qu'on remarque, quand on croit dans le coureur, comme en auto, Billy, on est plus porté à genre à faire plus attention que si t'es pas coureur, tu le vois tout de suite que tu croises un automobiliste qui est pas coureur, tu le vois. Tu vois soit qu'il fait pas de vélo, soit qu'il court pas, tu le vois. Puis sinon, ma blonde me dit pourquoi tu te tasses? Ben, c'est instinct. Je me tasse un peu juste pour au cas qu'il tomberait, n'importe quoi. Tu sais, la politesse, je sais pas. Mais c'est une marge de sécurité, puis même sur les coins de rue aussi, on le voit là. Quand c'est un coureur ou un cycliste, quand toi t'arrives à la course, il va te laisser passer bien avant de passer avec sa voiture. Là. Il sait c'est quoi? Arrêter en course. Ah non, tu veux pas. Je suis sur mon air d'aller, là. On brise pas ça. Là. Ouais, tout à fait. Même à l'extérieur des courses, il y a comme un côté, on reconnaît les coureurs, je pense. Tu sais, comme, je vais voir quelqu'un qui a une casquette cielée, je suis comme, je regarde les choses, ok, du New Balance, c'est clairement, c'est un coureur, genre. C'est un coureur qui court pas présentement, mais il y a comme des signes qui, à un moment donné, tu le sais, que même s'il court pas, tu sais que ça, c'est un coureur. Il y a des beaux mollets, en tout cas. Il y a des beaux mollets. Mais Coach Frank, tu sais comment faire pour savoir si quelqu'un a déjà couru un marathon? Ben, il va te le dire. Il va te le dire. Il va te le dire. Check ses mollets. Hey. Check, montre mes mollets. Tu sais qu'on est en audio, hein? Oh, oui, je le sais. En tout cas, moi, je les ai vus. Fait que Marie-Claude les a vus, c'est ça l'important. Merci, Coach Frank. J'aimerais ça vous entendre. André, tantôt, tu as parlé de « je me suis blessé au début, comme tout le monde ». Mais c'est quoi de la plus grosse erreur que tu as faite que tu dis « hey, j'ai bien été tata, là, j'aurais pu éviter ça ». L'erreur que tu aurais voulu éviter dans ta pratique de course? C'était surtout sur le tapis roulant. C'est là que ça m'a fait... à un moment donné, tapis, ta vitesse, tu ne contrôles pas normalement. Là, j'avais été trop vite. Vraiment, là, je voulais battre au niveau. Tu sais, ce tapis, c'est facile. Là, tu me mets à une vitesse X, puis tu cours. Mais c'est 2 jours après, j'ai fait une fracture du stress sur le tibia. Fait que ça a été un mois, 2 mois avant de pouvoir recourir dessus. Là. Fait que c'est pour là que le tapis a comme pris le bord. Il est encore dans le bord, puis il est fermé là, puis je l'utilise plus. Ouais. J'utilise des fois, mais pas vraiment à la vitesse extrême, genre de l'orgueil, là, on est capable de monter ça, puis pendant 15-20 minutes, là, au niveau bide, non, ça, je le fais plus, là. Tu sais que les tapis sont en 1000 à l'heure, hein? Fait que si tu essaies d'aller à la même vitesse qu'un km/h sur ta montre, ça se peut que ce soit tough. C'est tough. C'est juste 1.6. Ou surtout aussi, dans les débuts, c'est comme courir, puis à un moment donné, dire mais là, je suis encore bon aujourd'hui pour une autre course. Mais c'est quand tu prends ta pause, c'est quand tu reviens, une douleur qui apparaît au bord du pied. C'est plus des affaires de même temps. Alors là, on apprend que, OK, t'as fait ta course, on met une petite pause. Cours le lendemain. Même si tu fais un demi, tu sais, je faisais beaucoup de demi, là, pour le plaisir, là. Mais c'est pas grave, tu sais, une petite pause entre les deux. Fait que j'ai appris de même, depuis ce temps-là, j'ai évité beaucoup les blessures. Là. Puis faire plus que je fais la musculation aussi, que ça aide. Mollet. Tu te renforces aussi le dos, pas en faisant de la muscu. Fait que tout vient avec. On apprend de nos erreurs, hein. T'as un exemple à suivre, finalement. Tu fais toutes les bonnes choses. Oh, merci. Il a ditch le tapis. Ouais, c'est ça la bonne chose à faire. Désolé pour ceux qui aiment le tapis. Le tapis, c'est facile. Le tapis, tu sais, c'est facile. Tu t'installes, tu es toujours au même millage, tu es toujours... il n'y a pas de vent, il n'y a pas... Tu sais, rien de la vie autour de toi. Là. Tout est parfait, là. C'est sûr que c'est un autre monde, le tapis. Mais ce mois-ci, le mois de décembre, je ne sais pas dans votre coin, mais ici, c'est un mois idéal pour courir. Il n'y a pas de glace, aucune neige, la température est belle. Oui, je sais. Fait que, voici, Marie-Claude. Oui, je sais. Je vais te mettre dans mes amis Facebook, tu vas pouvoir me puncher ça au cul pour que je sorte un peu. On va tout aller te puncher. Ouais, allez-y tout, vous avez le droit. Toi, Marie-Claude, y a-tu une erreur ou un moment ou quelque chose que tu aurais changé dans tes débuts de course? Début de course, non, parce que je courais pas bien.
Moi, je faisais juste courir pour courir, là, tu sais. Je faisais mon petit 5-6 km par jour, puis j'écoutais pas vraiment mon cœur. J'écoutais ni mon cœur, ni mon corps. Moi, je flyais ça, puis là, ben, à un moment donné, ben, quand que j'ai rencontré un coach de course, il me dit, tu restes en zone 2, ça va être préférable pour ton cœur, puis ça va être plus agréable. Moi, j'arrivais chez nous, j'étais brûlée avec mes courses, là. Mais moi, je pense que c'est ça. C'était de faire un petit peu de... Je me fous de qu'est-ce que mon cœur il est en train de me dire, puis qu'est-ce que mon corps me dit aussi, là. Mais aujourd'hui, je l'écoute beaucoup. Des fois, un petit peu trop. Mais je l'écoute beaucoup. Tu sais, j'ai mal, j'en parle tout de suite. Tu sais, j'attendrai pas d'avoir une blessure puis que ça me prenne 6 mois de rétablissement pour pouvoir repartir à la course, là. Faire comme tous les coureurs. Ah, j'ai un peu mal ici, je vais aller courir, ça va passer en courant. Ouais. Ça passe les 2 premiers kilomètres, mais à un moment donné, quand tu reviens, il pire la douleur. C'est pas un bon truc, ça? On me dit à l'oreille que non. Ah, OK. Bon. Merci pour le cue. Ouais, comme André dit souvent, c'est que ça passe les 2-3 premiers kilos, puis après ça, ça vient te remordre par en arrière, puis c'est pire qu'avant, là. Ouais, exact. Mais sinon, à l'inverse, c'est quoi ta plus grande fierté, Marie-Claude, dans ta pratique de la course? Ben, je te dirais que faire des courses organisées, moi, j'avais jamais fait ça avant cet été. J'ai fait celle de Bécancour, puis l'autre que je me rappelle pas, là, qui me vient pas en tête. Mais celle de Bécancour pour les demoiselles, j'avais fait le 10. C'était la première fois que j'allais en course organisée. Puis j'ai vraiment apprécié le mouvement de masse. Je pensais que j'aimais pas courir en gang, mais finalement, j'adore ça, là. Mais je suis très solitaire aussi, mais j'ai adoré faire mon 10 et mon 15 km sans m'arrêter aussi. Ça, j'en suis très, très fière, là. J'ai pas fait un 15 km à pied, là. J'ai fait un 15 km à la course. Fait que ça, c'est une de mes petites fiertés, puis j'ai ma médaille, puis j'en suis très fière. Moi, je suis beaucoup dans l'énergie, puis je pense qu'on a beau être solitaire, mais l'énergie du groupe, comme tous ces gens-là qui se rassemblent pour aller faire une activité commune, il y a quelque chose de magique, selon moi, là. C'est quelque chose à vivre, au moins une fois l'essayer, tu sais, voir c'est quoi cette vibe-là. Tu as beau dire je suis antisocial, j'aime pas les gens, mais t'es pas obligé de parler aux autres, juste de rentrer dans la vibe, c'est vraiment cool. Ouais, puis c'est bon, là, tu sais. Puis moi, on m'avait dit, tu sais, pars pas avec la foule, tu sais, avec le mouvement de masse. Tu sais, vas-y vraiment à ton rythme à toi. Ouais. L'erreur que j'ai faite, ça. Moi, je me suis vraiment bien écoutée là-dedans. Je courais avec un de nos amis de Jog for Fun, avec Renaud, avec qui que je courais. Puis j'ai adoré ça. Tu sais, Renaud, il est sur le même vibe que moi. Fait que, tu sais, ça allait bien. On courait ensemble, puis il allait vraiment, tu sais, à notre vitesse. Tu sais, lui, s'il voulait aller plus vite, il allait plus vite. Si je voulais aller plus vite, j'allais plus vite. Mais c'était vraiment très agréable. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment une chose à faire en groupe, c'est d'y aller à ta vitesse et non avec le groupe. Parce qu'il y en a des pas mal plus vite que nous, là, on s'entend. Il y a toujours quelqu'un plus vite que nous, puis il y a toujours Et quelqu'un... tabarouette. Sage parole. Merci. Ben, il y a Usain Bolt que lui cherche le plus vite, mais sinon... il doit être quelque part, caché quelque part. Il est sûr qu'il c'est une question de temps. Lui, il va vieillir, puis il y a un jeune qui va le pousser, c'est sûr. Mm-hmm. C'est une question de secondes avant qu'il soit dépassé. Bill, je pense que tu voulais nous relancer là-dessus. C'est par rapport à l'énergie d'une foule, puis je pense que ça fait 2 épisodes que j'ai pas parlé de Kevin, fait que je vais en parler. On avait fait notre premier marathon ensemble à Bécancour, justement, puis le défaut de cette course-là, c'est que c'est 2 loops du demi-marathon, fait que c'est quand même difficile sur le mental. Par contre, quand on est arrivé pour notre première loop, on a passé devant le départ à 15 secondes avant le départ du 15 km. Fait qu'on avait quelques centaines de personnes qui étaient là, qui attendaient de partir pendant que nous, on a passé dans le corridor à côté. On a eu une énergie, là, des gens qui nous encourageaient pour repartir pour notre deuxième loop. Ça a été là, incroyable, incroyable. Puis, je reviens, Marie-Claude, sur ce que tu disais. C'est fou comment la course est éminemment un sport solo. C'est pas un sport de groupe, mais qu'on a tellement de plaisir à le faire en groupe.
Puis les gens qui n'ont jamais fait de course comprennent pas. Mais pourquoi tu payes pour aller courir alors que c'est gratuit de le faire dans ton quartier? Pourquoi tu t'imposes une date et un lieu alors que tu peux faire ça quand tu veux, puis c'est la beauté du sport? Oui, mais il y a quelque chose là-dedans qui ne s'explique pas puis qui est un plaisir. Là. Mais tu es une des rares, par exemple, coureuses que j'entends qui est née dans la pandémie et qui carbure aux événements. Parce que la plupart de ceux qui ont commencé là, mais justement, j'ai choisi cette activité-là parce que c'était solo et pas en groupe. Là. Mais moi, tu sais, j'en ai fait 2, les événements. Tu sais, je n'ai pas fait tant, là. Sauf que, tu sais, j'en ai fait 2 dans la même année. Puis là, ben, c'est clair que, tu sais, j'ai pas les enchaîner, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme un 2 ans et demi, mettons, en solo. Puis là, ben, je m'en vais vers des événements parce que j'ai vraiment trippé, là. Puis ça te donne un objectif aussi, à aller chercher Oui, un exact. entraînement. Je veux battre ça, je veux améliorer mon temps. Ben là, moi, je veux faire un demi, là. Tu sais, je veux... est-ce que je vais aller jusqu'au marathon? Oh, regarde, je ne l'ai pas On fait. verra. Ça ne m'intéresse pas pour le moment encore. Ouais, ben c'est ça, on verra. Mais le demi, c'est sûr que je veux le faire, là. Quand que j'ai fait le 15, Philippe, il est venu me rejoindre parce que lui, il avait fait le 21, et Philippe Sanson. Il avait fait le 21, il est rentré avant moi. Puis il est venu me rejoindre sur mon trajet pour finir mon 15 avec moi. Puis là, je me disais un matin, mais j'aurais donc dû me mettre au 21. Mais tu sais, probablement que j'aurais pas été prête. C'est quand même 6 km de plus. Hey, le 6, de loin, Ah ouais. 15, 6, Ah ouais. il est là. Exact. Mais Oh, tu sais, il est j'ai là. pas frappé de mur. Tu sais, tout le monde me parlait d'un mur. À un moment donné, quand tu cours, mettons un 15 au 13e kilomètre, tu pognes un mur. Je l'ai pas vu, ce mur-là. Je l'ai T'étais peut-être prête. franc. Ben, probablement. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, le 21, je vais vraiment bien me préparer. Puis, mais que j'arrive là, ben, rendu au 18-19e kilomètre, je vais être encore comme fraîche comme une rose. Je te le souhaite. C'est peut-être un petit mur puis t'as sauté par-dessus. Ouais, c'est ça, peut-être. C'est une muraille. André, de ton côté, y a-tu un moment clé, une fierté dans ta pratique de la course? Je te dirais pas mal. Tu sais, à cause du travail, là. Quand on court, mais là, on fait des trajets. Hop! Il y a un temps qui apparaît dans une section qu'on appelle ça. Hop! Fait que quand je sais que je retourne, je vais faire mieux que je réussis de l'avoir. Mais c'est une petite fierté de même, personnelle. Tu sais, je vais tomber dans le top 10 du classement, là, Les segments Strava. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une drogue, Nécessairement. ça. Ah oui. Ah Sois oui. prudent. Je sais. Je spot pas mal, puis là, hop, top tout vite, top 17. Ah, c'est addict, certain, oui. Puis c'est-tu moment fun qui agrémente la course dans l'année, tu sais, oui, toujours de platitude. Il me semble que ça fait, un nouveau trajet que j'ai pas connu. Je vais repasser là la prochaine course. C'est le fun, tu sais. Ça te donne un Là, petit tu as un challenge. courriel que tu t'es fait déclasser. Ah, Ouais. shit. Ouais. Tellement. Ou les fameuses légendes locales, là. Puis là, tu vas dire, puis tu vas peut-être te faire détrôner. Retourner-y Ouais, tout de je me suis suite. fait détrôner justement, il y a peut-être 3 semaines par quelqu'un qui a fait ça là, sur le Strava. Là. C'est pour ça que tu as arrêté de courir. C'est pour ça Ouais, que t'as pris une j'étais pause. fâchée. Là, j'ai dit, Ah, je te laisse Cette le histoire-là. trophée. Le truc, c'est de trouver des segments peu utilisés. Ouais. Oui. Comme ça, tu le Ben, fais tu sais, quand souvent on- puis tu restes toujours la légende. Quand on prend tout le temps le même trajet, on dirait que les gens, ça devient une hit zone. Là. Oui, il y en a quelques-uns qui Red- aiment ça façon. Red zone, hot zone, en tout cas, je me rappelle pas c'est quoi le terme. Là. Fait que là, ben, probablement qu'ils doivent penser que c'est une belle ride. Fait que là, ben, le monde se met à faire ta ride, là. Mais j'ai découvert qu'il y a comme un petit croche que je prends qui fait que je viens Local Legend. Parce que ce croche-là, personne ne le prend. Fait que là, je suis comme le seul au parc Maisonneuve. Il y a comme 3 chemins, puis il y en a un qui est comme vraiment négligé. Parce que je pense que je sais pourquoi. C'est parce qu'il est en asphalte au lieu dans la poussière de roche. Donc, c'est plus raide sur la foulée. Fait qu'en prenant celui-là, je tombe quasiment... J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être un Local Legend. Faudrait que je check mes maps Strava au Parc Maisonneuve parce que moi, avec, j'en prends des petits croches qui n'ont pas rapport dans ma... Je vais aller te bloquer pour être sûr que tu ne vois pas mon... On va mettre des comptes. C'est le chemin du milieu, en fait. Tu sais, je traverse par le milieu. Ouais. Il l'appelle la grande boucle. Il l'appelle le grand chemin asphalté, un affaire de même. Ouais, Yeah, ouais, fait je vois lequel.
Moi, je prends la roche parce que je trouve ça plus facile de courir dans la roche. Exact. Je faisais ça aussi avant. C'est sûrement... Je sais pas pourquoi je passais par là puis je suis tombé Local Legion. Puis là, ben, à cette heure, on dirait que ça marche. J'ai l'impression que je suis comme aucunement sensible à ça, mais c'est vraiment venu me chercher. Parce que maintenant, je passe par là, je me dis, OK, je vais garder mon Local Legion. Fait que je vais changer. Puis quand j'entraînais les gens au cardio-jogging, je les faisais passer par là, justement pour me rajouter des millages gratuits sur Très mon drôle. Local Legion. Tu me fais penser quand quand je faisais les rues de la ville de Trois-Rivières, j'étais à un moment donné complètement à l'ouest dans quasiment un rang de campagne. Là, on avait fait un 10 kilos avec mon groupe de course, puis il y avait un bout de rue d'à peu près 150 mètres, là, un petit cul-de-sac. Là. Puis je lui dis, ben écoutez, je continue, je vous rejoins, vous venez avec moi, mais ce bout-là, c'est sûr, je le fais. Je ne suis pas venu ici pour revenir ici pour faire 100 mètres de cette rue-là, c'est pas vrai. Moi, je vais la faire maintenant. Fait que moi aussi, j'essaie de tourner un petit peu là, à mon bénéfice. Ouais, quand même. La course, ça vous apporte quoi dans votre vie tous les jours? T'sais, Marc-Claude, tantôt, tu as nommé que ça allège tes journées, mais autre que ça, qu'est-ce que vous en retirez de la course puis de le faire de façon régulière? Ben, c'est beaucoup, pour ma part, moi, ça m'enlève beaucoup de stress. Moi, je suis la mère de 5 enfants, dont qui sont tous adolescents. Ben, tous adolescents, j'ai des adultes, là, mais mettons jeunes adultes. Là, le plus vieux a 27 ans qui ne reste plus du tout à la maison, mais tout le restant sont on and off à la maison. Fait que moi, ça, c'est quand que je me dis ça va être de me tilter, là. J'enfile mes bottines puis mes écouteurs, puis ça m'allège beaucoup mon rôle de maman. Puis je reviens, puis je suis posée, je suis réfléchie, je suis capable de jaser pas mal plus relax quand que j'ai été courir que si je reste devant mon ado qui m'amène 100 000 problèmes, là. Fait que moi, ça m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de zénitude, la course. Un bien-être physique et mental surtout. Là. Après des grosses journées. Moi aussi, j'ai 4 enfants. Fait que ça permet, à un moment donné, oups, tu pars, tu vides l'esprit, t'en reviens. Même ma blonde te dirait, elle me dit, va courir, vas-y, t'es pas du monde, là. C'est le stress. Puis, là, tu pars tout seul, des écouteurs, la musique. Il me semble, tu sais, à peu près, on part, quoi, 1 heure et demie. Fait que, tu sais, t'en reviens. Je reviens tout le temps à des heures qu'elle n'est pas dans le jus, là. Tu sais, genre, mes courses, c'est fait que. Ah, ben moi, j'attends qu'elle ait fait le souper. OK. Tu sais, genre, c'est pas je cours le soir quand les enfants sont allés se coucher ou presque. Ou l'après-midi, la fin de semaine, quand ils sont pas là, c'est des amis. Fait que, tu sais, je dirais, les routines sont. Je ne range pas de routine à rien. Fait que c'est ça. Fait que je me sens pas coupable de partir. Fait que moi, ça me fait du bien. Fait que après des grosses journées. Tout le monde en profite chez vous, c'est ça? C'est ça, justement. T'es pas là. Et quand je rentre, ils font tout. Oh, tu pues, va-t'en. Non, c'est. Ils disent va courir, puis quand tu reviens, ils disent va prendre ta douche. Va prendre ta douche. Ouais. T'sais. Mais c'est comme. Je pense que c'est rendu une drogue. Je pense que c'est rendu une drogue aussi en même temps. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui peut du café. Oh, on a besoin, il faut que j'y vais. Pas le choix. T'sais. Puis là, quand tu regardes, tu vas dans les boutiques, qu'est-ce que tu fais premier? Oh, des souliers. Oh, du linge de course. On regarde plus le linge. Ouais, on regarde plus le linge de tous les jours. On regarde plus ça. Là. C'est du linge. Oh, j'ai Tellement. un petit morceau. Je suis en legging temps plein avec une camisole, moi. C'est ça. Tu sais. C'est toujours de même. Tu sais. Quand ils me cherchent, mes enfants me cherchent, je joue ma section sport quelque part là, pour. C'est tellement facile de partir, tu sais, dire, OK, moi, je m'en vais, là, en fin de semaine, je m'en vais chez ma chum dans le coin de Sainte-Tech. J'amène ma paire de running shoes, pis c'est tout, là. J'ai pas de sac de hockey, de ci, de ça à amener, là. C'est une paire de running shoes, là. Ça prend pas de place dans ma valise. C'est incroyable comment que notre sport, il est le fun, là. Il est fun, puis c'est un sport qu'on peut faire à travers le monde. Ou n'importe où. Exact. Fait que, Ça coûte rien. Ça coûte rien courir. Ça dépend, Billy a beaucoup de souliers dans sa maison, sur le site. Beaucoup de. Ouais.
Est-ce que tu portes toujours les mêmes souliers, le même type de souliers, ou non, t'as fait du New Balance, t'as fait du Hoka, t'as fait du Brooks, t'as fait... Non, j'alterne quand même. C'est sûr que par période, là, je vais jouer un peu dans les mêmes choses, là, mais j'alterne. J'ai actuellement, mettons, d'actifs, là, j'ai du Brooks, du Skechers, du New Balance. J'ai les trois, puis plus qu'une paire de chacun. Mais c'est ça. Fait que j'ai quelques paires comme ça, actives, que je roule. Là. En fait, on a connecté un peu ces Skechers, moi puis Bill. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ah, tu vois, c'est pas une marque que j'irais pour la course, mais on ne va pas souvent parler de cette marque-là. Mais de tous les jours, moi, personnellement, je fais un peu de pronation. Skechers m'ont donné une paire. Merci, je les remercie. Mais j'ai pas été capable de courir dessus parce que ça rebondissait trop. J'avais comme l'impression que ça venait donner un coup. C'était tellement mou. J'ai besoin de plus de support. Donc, j'ai pas une foulée assez droite pour pouvoir me permettre de porter ces chaussures-là. Mais c'est vraiment confortable. Puis toutes les chaussures, genre everyday, là, ils appellent ça des dad shoes, là, mais comme tu portes ça, c'est comme étant en pantoufle. Là. C'est des chaussures de tous les jours de Skechers. Là. C'est juste incroyable. Mais ils ont vraiment une ligne qui s'appelle les Skechers Performance. Puis il y a des pros là, qui courent sur Sketch. Mais j'ai fait la même face que toi la première fois que Philippe Lupien, qui organise le Marathon des couleurs justement à Bécancour, il m'avait proposé ça. Puis j'y avais dit hey, non, on vient pas rire de moi. Là. Je suis venu d'une boutique spécialisée. Là. C'est pas pour avoir des souliers justement de chez Walmart. T'sais. Non, essaye-le. Mon Dieu, je suis tombé en amour avec ces souliers-là. OK. Ça a été une surprise. Mais ça fait toute la différence, les souliers de course. Là. Quand que tu tombes dans un vrai soulier de course, moi, je m'étais acheté mes premiers, c'était des Brooks, je me rappelle pas laquelle marque, là. Non, je les ai pas en arrière. Je pensais que je savais. Mais je les ai achetés, j'ai couru avec peut-être 10 km en tout et partout. J'avais mal aux pieds. J'ai été me chercher un Brooks Ghost 14 que j'ai adoré. Fait que là, ben, je les ai usés à corde. Là, cette année, je me suis acheté du Hoka One One Bondi X. Ça a vraiment pas fait fureur, là. Je les ai mis 2 km. Je suis revenue avec des mains, puis ils sont à vendre. Puis j'ai repris des Brooks Ghost 14. Parce que, tu sais, au prix des souliers, tu peux... En tout cas, moi, perso, j'ai pas les moyens de commencer à m'acheter une paire, un autre, puis tester, puis dire, OK, ben ceux-là, ils font pas, ceux-là, ils font pas, ceux-là, ils font pas. Mais mon petit Brooks Ghost 14, là, je les adore, puis je cours avec ça temps plein. Mais généralement, les boutiques spécialisées, par contre, là, c'est après 2 km, tu les aimes pas, tu peux les ramener. Je sais pas où tu les as achetés, là, mais tu sais, moi, je sais qu'à la boutique Endurance, là, c'est déjà arrivé de m'emmener que je les aimais vraiment pas, puis ils m'ont dit... Je les ai achetés à la dernière chasse. Fait que la dernière chasse, on ne peut retourner. Ouais, commander en ligne, c'est plus touché quand tu sais pas encore. Quand tu as fait plusieurs paires, à un moment donné, tu finis par savoir, tu peux commander en ligne, mais dans les débuts, c'est plus difficile d'essayer. Moi, j'ai fait ça de gaffe, mais bon, ils sont super beaux. Ils sont dans le garde-robe. Tu pourrais les mettre pour aller au bal de un de tes fils et des Norvégiens qui approchent de ça. Ouais, c'est gros de même. Ça n'a pas de bon sens. Le Hoka One One, le Hoka Bondi, c'est fou. Là. C'est quasiment un soulier plateforme. Je mesure 5 pieds 2 avec ça. Oui, OK, je mesure 4 pieds 10. Moi, j'ai une petite question quiz pour vous autres. C'est quoi votre épisode préféré de Coureur.io? Celle-là de ce soir. Ça, c'est parfait, ça. J'ai beaucoup aimé celle des demoiselles. Tu me fais plaisir, là. Aussi, moi, celle-là, c'est ma préférée. Puis la cause me tient énormément à cœur. Quand j'ai été courir avec pour cette cause-là, c'était ma première course, mon premier parcours avec les gens. Puis, je trouvais que l'organisation était incroyable. Puis, on n'était pas beaucoup, là. Je pense qu'on était comme 300 coureurs. En tout et partout pour les 1, 3, 5, puis 10. Mais c'est ça. Moi, mon épisode préféré, c'est vraiment les demoiselles parce que j'ai l'impression de connaître ces gens-là. Fait que ça...
Puis la cause me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une cause que moi, je donne à chaque année. On vous encourage à faire de même. Marie-Claude, as-tu quelque chose à nous plugger aujourd'hui? Moi, je voudrais plugger les gros mollets à Francis. André, qu'est-ce que tu nous plugues aujourd'hui? Bah, je pourrais plugger ma ville. Fait que si vous avez un événement, une course à planifier, il y a toujours le marathon de Rimouski. C'est sûr que Billy aime les ronds. Tout, mais là, c'est un one-way, par exemple. OK. Ce qui est plate, mais là, il n'y a pas de dénivelé. C'est la seule place en ville à Rimouski qui n'a pas de dénivelé. Sur le bord du fleuve. C'est beau. Un vent fret, par exemple, de temps en temps, mais c'est très beau. Fait que c'est ça que je veux plugger. Ma ville. Rimouski, c'est au printemps ou à l'automne? C'est à l'automne, c'est début septembre, octobre, si je me trompe. Parce qu'il y a Québec avant, Montréal après. Fait qu'ils sont comme... Entre les deux. Entre les deux, là. Admettons qu'on va faire un petit demi à Rimouski. André, as-tu de la place pour nous accueillir? Oui. Puis il y a aussi à Rimouski, on s'en va tous chez André. Puis à Rimouski aussi le piste du bonheur. Tu peux faire le marathon à ton rythme, à le temps que tu veux. Il n'y a pas de limite de faut que je le fasse en 4 heures, t'as pas besoin. Fait que il y a au moins ça de positif pour ceux qui veulent faire le premier marathon puis sans être stressé de je veux tout le finir. Fait que au moins ça. Parce que je sais qu'il n'y en a pas cette année, j'ai entendu parler qu'il y en a une couple qui ont obligé de couper à 33-34 km ou 35-36 puis prendre l'autobus pour virer de bord parce que le temps il manquait. Ça, c'était un peu plat pour l'événement, je trouve, là, mais sinon. Puis surtout, si vous venez, vous avez la chance de me croiser quelque part dans la rue. Ben oui, puis on va aller dormir chez vous. Juste pour ça. On va fait que tu vas avoir 4 personnes chez toi. Plus tes 4 enfants. Fait qu'on va être 12. Les miens. Puis les miens. Ben, les miens, ils gardent, hein, par exemple. Fait qu'au pire, ils garderont tes enfants. OK. Un événement parallèle. Je pense que je vais prendre ma vanne puis je vais dormir dans le parking. J'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous parler. C'est vraiment cool de communiquer avec vous, de voir vos visages. Ça passe sur Facebook, mais c'est le fun de prendre le temps. Aujourd'hui, on a pris du temps pour parler avec 4 personnes, 4 auditeurs. Fait que je voulais vous remercier. Merci pour votre temps. On le fait, on pense souvent à vous, même si on n'a pas la chance de communiquer avec vous. Fait que c'est vraiment feel good, c'est vraiment cool. Merci de l'énergie, merci d'avoir accepté l'invitation, puis merci de vous être prêté au jeu de jaser avec nous aujourd'hui. C'est vraiment cool. Ben, merci à vous autres. Merci d'avoir pensé à nous pour ce podcast-là. Puis, je suis très fière d'en faire partie. Je renchéris là-dessus, moi aussi, parce qu'on a lancé la perche pour permettre justement à des auditeurs comme vous de partager votre histoire. Puis c'est un peu ça, hein, l'histoire de coureur.io. On veut parler à des gens, rester accessibles. On n'est pas dans l'élite. Puis c'était le but, là, c'est de présenter des histoires concrètes, réelles, pour que les gens puissent se reconnaître. Puis je dois dire qu'on l'a fait un peu pour nous. Du moins, moi, je l'ai fait aussi pour moi. J'avais le goût de vous jaser, de vous voir, parce que le podcast, ça reste que c'est un médium qui est one-way. Nous, on parle, on enregistre, on diffuse ça, puis vous l'écoutez à un moment donné. La rétro, des fois, n'est pas évidente. Fait que c'était un plaisir coupable aussi. C'était le fun pour nous. C'était un peu égoïste de vous avoir puis d'avoir une discussion là, comme ça en live avec des auditeurs. C'était vraiment cool pour nous. Ben, merci à vous autres. C'est vraiment, vraiment cool. Puis continuez votre super travail. Puis on va continuer à vous écouter. Yes, sir. Qu'est-ce qu'on dit sur ces belles paroles? Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne année 2024. Fait que. Non! Oh, c'est parfait, ça. C'est parfait. Il est comme coach. Je me l'ai pas écrit. Je me l'ai pas écrit. C'était quoi, non? Bonne course. Mais moi, j'aime le bonne année 2024. Ça, c'est parfait. André, c'est parfait. T'es le deuxième. Il y a coach Dom qui a dit quoi? Bonne soirée, allez courir. Je sais, allez courir, ouais, c'est ça. Allez courir, je leur ai dit allez courir. Aïe, 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 c'est bon. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Bonne course! Ben, je dis bonne course à tout le monde, puis on lève nos fesses, puis let's go dehors. Il y a des beaux mollets, en tout cas. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami.
Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.